Rebonjour aux écouteurs du podcast de Réseau de bioimagerie du Québec. C'est mon grand plaisir de vous présenter notre 3e épisode sur le sommeil et la neuroimagerie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler du sommeil avec 2 de mes collègues, donc Dr Claire André, qui travaille en ce moment comme postdoc à l'Université de Montréal, et Dr Valentin Houry, qui est un postdoc en ce moment à McGill. Donc, à travers cette conversation, nous allons parler du sommeil et comment c'est relié à différents processus physiques, émotionnels et cognitifs. On a aussi parlé de l'impact d'un bon et d'un mauvais sommeil sur le vieillissement et comment la neuroimagerie comme les scans TEP et les IRM nous ont permis d'apprendre plus profondément sur le sommeil. À travers cette conversation, vous allez entendre des petites anecdotes cocasses sur notre manque de sommeil ou sur le sommeil trop prolongé. Et on finit notre conversation avec quelques trucs pour pouvoir avoir un sommeil de meilleure qualité et pour avoir un sommeil plus optimisé, justement. Je vous souhaite une super écoute et on se voit pour le 4e épisode du podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, me dire ce que tu fais en ce moment, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi, puis une anecdote où est-ce que tu as manqué de sommeil? Ouais, donc moi je m'appelle Valentin Houry, je suis chercheur postdoctorant au Centre Douglas à Montréal, dans l'équipe du docteur Sylvia Villeneuve. C'est une équipe de recherche qui est rattachée à l'université McGill. Et moi, je fais de la recherche sur les facteurs modifiables et leur impact sur le cerveau chez les personnes âgées. Mon anecdote pour la dette de sommeil, c'est en général quand je pars en voyage, quand il y a des décalages horaires ou pas. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était un congrès à Miami, aux États-Unis. Et c'était en janvier dernier, et j'avais une dette assez importante de sommeil, j'ai dormi 15 heures d'affilée. Là, je ne sais pas si c'est un record, en tout cas c'est mon record personnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des records aussi, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire pour les privations de sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez Randy Gardner. Vous connaissez ? Oui. Ouais. Claire, j'imagine que tu connais, Berry peut-être pas. Non. C'est un jeune Américain de 17 ans qui, dans les années 60, a fait une expérience assez incroyable. C'est un peu la pseudo-science parce qu'il n'était pas encadré par une équipe. Mais il a fait une privation de sommeil de 11 jours. Alors, je ne sais plus pour quelle raison, si c'était pour un exposé à l'école ou quelque chose comme ça. Et puis, il a noté un peu tous les symptômes qu'il a pu avoir. Donc, ça a commencé par des pertes d'attention, de mémoire, jusqu'à après des sortes de convulsions et puis des difficultés vraiment à vivre, quoi, clairement. Ces types de records-là, ce qui est marrant, c'est que c'est plus homologué, quoi, pour des raisons assez évidentes de risque pour la santé, quoi. C'est quoi le plus longtemps que tu n'as pas dormi? Ouais, je sais pas, peut-être moins de 48 heures, je dirais, clairement. Quand j'étais jeune. Non, moi, c'était genre... C'était à cause justement d'un vol aussi quand j'étais allée au Guatemala. Puis j'ai pas dormi pendant genre 49 heures, OK? Puis toi, tu me connais déjà, donc tu sais que j'ai un caractère très fort, OK? Mais en manque de sommeil, mon caractère s'est multiplié par genre 1000. OK, je t'ai rendue la personne la plus désagréable que tu peux imaginer, en colère constamment. C'est très normal. Ah ouais. C'est une des conséquences majeures des problèmes de... Ah ouais. Non, mais quand je te dis... Je sais pas si vous connaissez le prototype d'image genre d'une Karen. Tu sais, c'est très mainstream. Tu sais, la femme qui se plaint tout le temps, qui est genre, qui crie après tout le monde. Ouf, j'étais très, très proche. Okay. Ah oui? Okay. Très, très proche. Ouais. Bref. On a aussi Claire avec nous. Donc, tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais, tu peux te présenter un peu ton background et tout. Oui, ben moi, je m'appelle Claire, je suis aussi postdoc à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal, au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Puis je travaille avec Nadia Gosselin et Julie Carrier. Et mon domaine de recherche, c'est vraiment les liens entre les problèmes de sommeil dans le vieillissement et la maladie d'Alzheimer et les conséquences que ça a sur les altérations cérébrales. Est-ce que tu as une expérience ou est-ce que tu as vraiment manqué de sommeil? Oui. Et je pense qu'on a tous de la misère avec nos voyages puis nos congrès. Je pense que la dernière fois, mon souvenir le plus vif, c'était l'année dernière, en 2022. On avait la grosse conférence Alzheimer en Californie. Et moi, je donnais une présentation à, je pense, 9h du matin. Et mon vol devait arriver la veille en après-midi. T'avais un gros décalage horaire aussi. J'avais pas tant depuis Montréal, enfin ça reste gérable, mais le problème c'est que mon vol a eu un gros retard, ce qui fait qu'on a atterri à San Diego à 2h du matin, je me suis couchée à 3h, puis je me suis levée à 7 et je suis allée faire ma présentation sur
les conséquences d'une privation de sommeil et des problèmes de sommeil sur le cerveau, alors que moi-même, j'avais dormi 3 heures. Au cœur du sujet, quoi. Donc, il ne faut pas faire ça, mais c'était j'étais un exemple vivant de qu'est-ce que c'est de manquer de sommeil. Ah non, je te comprends. En plus, j'ai l'impression que dans notre domaine, puis surtout dans le domaine des études, c'est vraiment comment on dit en français, c'est très glamorized. Comme c'est les gens qui dorment pas, qui travaillent beaucoup, c'est quelque chose que les autres personnes vont voir comme un truc très positif. Mais de plus en plus qu'on fait de la recherche, on se rend compte que, en termes de vieillissement, en termes de maladies mentales, même tous les trucs comme ça, le sommeil va vraiment les exacerber. Donc, c'est vraiment intense, l'effet du sommeil. On va passer à la grosse question des millions de dollars, comme on dit là. Pourquoi est-ce qu'on dort? Donc, on sait à travers toutes les espèces, tous les animaux, tout le monde dort. Il y a même, par exemple, les dauphins qui vont dormir un hémisphère à la fois. Donc, c'est nécessaire de dormir, mais pourquoi est-ce qu'on dort? Qui veut... si tu veux, je peux commencer, ouais. Vas-y. C'est surtout que l'état de sommeil, ça rend vulnérable, en fait. Pendant des millions d'années, on était pourchassés par des prédateurs. Il y a beaucoup d'animaux qui dorment et qui sont aussi pourchassés par des prédateurs. Donc, c'est que ça a une fonction vachement importante, en fait. Si on est très vulnérable pendant un certain temps, c'est assez important. Il y a une définition du sommeil qu'on utilise. Je vais la dire, c'est assez grossier, mais c'est un état physiologique qui est caractérisé par une baisse temporaire et réversible de l'état de conscience et de réactivité aux stimuli extérieurs. Le sommeil, il y a plusieurs fonctions. Il y en a plusieurs principales. La première, c'est le nettoyage des déchets dans le cerveau. Ouais. On a aussi fonction sur l'attention. Avant que tu passes à l'attention, nous, on travaille sur l'Alzheimer. Donc, ce nettoyage de déchets, c'est un truc qu'on étudie beaucoup. Ouais. Donc, est-ce que tu peux un peu parler du rôle de la neuroimagerie dans justement découvrir quel genre de déchets on se débarrasse, puis c'est quoi l'impact dans le futur quand justement on reste réveillé trop longtemps? Ouais. Donc en fait, dans la maladie d'Alzheimer, tu as 2 protéines qu'on essaie de mesurer à l'aide de l'imagerie, donc notamment par la TEP, ce qu'on appelle la tomographie par émission de positrons, où en fait on utilise une petite molécule radioactive qui se lie à une protéine d'intérêt, donc dans ce cas-là, nos 2 protéines d'intérêt pour la maladie d'Alzheimer. Et en fait, cette molécule-là, elle est radioactive, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dans le cerveau, tu as une émission de positrons, c'est les petites particules qui sont comme des électrons, mais c'est des antiparticules, qui, une fois rencontrent des électrons, font des photons. Et les photons, on les capte grâce au scanner de l'imagerie. Et ensuite, on arrive à quantifier où se trouve la protéine dans le cerveau. Et donc, avec ça, on peut savoir si, par exemple, la privation de sommeil, ça a un effet sur l'accumulation de ces protéines. Oui. On a aussi technologies pas similaires, mais d'autres technologies, par exemple, dans le... Vous allez devoir me corriger ici. Comment est-ce qu'on dit CSF en français? Liquide céphalorachidien. Ouais. Cérébrospinal, ça dépend. Ouais. Mais dans le fond, le liquide dans le cerveau, disons, puis aussi le liquide dans le cerveau. Donc, très scientifique ici. Bref. Et on a aussi dans le sang où est-ce qu'on peut voir l'amyloïde et le taux, justement. Puis on peut voir que le manque de sommeil rend ça très difficile à pouvoir se débarrasser de ces protéines, d'où l'accumulation. C'est sûr que c'est des hypothèses, donc c'est pas sûr à 100%. Oui, il y a quand même un stade de sommeil particulier qui semble vraiment impliqué là-dedans, c'est le sommeil lent profond, et les ondes lentes en particulier qui semblent vraiment impliquées dans le nettoyage du cerveau. Parce que le sommeil lent profond, c'est vraiment un stade où l'activité cérébrale, elle est très synchronisée, très lente. Et donc ça favoriserait le mouvement, en gros, du liquide céphalorachidien. Cérébrospinal. Oui, c'est ça, le cérébrospinal. Est-ce que tu pourrais passer un petit peu de temps juste pour nous expliquer différents stages du sommeil? En plus, j'ai oublié les noms en français, donc ça va me faire un réfléchissement en même temps. Ben, ça, c'est vraiment les techniques d'électroencéphalographie, d'EEG, qui nous ont permis de en gros mieux comprendre comment le sommeil ça s'organise puis à quoi ça correspond. Et on s'est rendu compte, donc en mettant des électrodes à la surface du scalp chez les gens, on peut récolter le signal électrique qui est produit par
par nos neurones pendant qu'on dort. Et quand les gens dorment avec des électrodes sur la tête, on se rend compte qu'on a plusieurs stades différents de sommeil. Donc en gros, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Et le sommeil lent, en fait, on peut le diviser en 3 stades de profondeur croissante. Donc là, le stade 1, 2 et 3. Puis c'est le stade 3 le plus profond. Donc c'est le sommeil lent profond dont on parlait tout de suite. Et pendant le sommeil lent, en fait, le profond, donc le cerveau est très synchronisé. C'est un stade de sommeil qui est très, très important pour la consolidation de la mémoire, notamment. Et au contraire, en sommeil paradoxal, en fait, l'activité cérébrale, elle est très, très intense, quasiment comme à l'éveil. Et, c'est pour ça que c'est paradoxal, d'ailleurs. C'est ça, d'où le nom. Par contre, oui. on a un blocage du tonus musculaire qui fait qu'on ne va pas, comme à l'éveil, vivre nos mouvements, etc. Et pendant le sommeil paradoxal, une des bonnes manifestations de l'activité cérébrale intense, c'est le fait qu'on rêve beaucoup. On a des rêves vraiment très, très intenses en sommeil paradoxal. Puis c'est un stade de sommeil qui est vraiment important pour la régulation des émotions, par exemple, et aussi pour la cognition. Parce que le sommeil, en gros, là, les grands rôles du sommeil, donc il y a en effet des rôles vraiment biologiques, là, le nettoyage des métabolites toxiques, mais en gros, ça sert à plein de choses et bien au-delà du cerveau. Ça sert à la santé de manière générale, donc toute la récupération physique. Ça sert à la cognition et donc la mémoire, puis beaucoup la régulation des émotions aussi. C'est comme les trois grands... mini bémol sur la récupération physique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, quand ils font beaucoup de sport, ils vont penser qu'ils ont atteint un plateau, mais très souvent, c'est le manque de sommeil qui ne te permet pas de performer, justement, et tu atteins, justement, c'est pas ta performance qu'on pourrait dire la plus bénéfique. Puis c'est là où est-ce que je vois, il y a le sommeil est tellement important pour tellement de trucs différents. Ça m'impressionne beaucoup. Bref, revenons aux fonctions du sommeil. Tu étais rendu à l'attention. L'attention, après, comme Claire l'a souligné aussi sur la mémoire, la consolidation amnésique. Et c'est aussi impliqué dans énormément de systèmes, que ce soit le système cardiovasculaire, le système immunitaire, enfin, il y a énormément de choses. Le sommeil, c'est vraiment au centre. Si vraiment on dort et qu'on passe un tiers de notre temps à dormir, c'est qu'il y a vraiment des fonctions qui sont importantes dedans. Moi, ce que je trouve hyper fascinant, puis c'était très utile dans ma carrière d'étudiant, qui est toujours mon présent, c'est le fait que tu peux le tester sur toi-même. Donc, si par exemple, tu étudies un nouveau concept, tu vas te coucher. Très souvent, je me suis réveillée avec... tu sais, je n'étais pas sûre d'avoir appris avant de m'avoir couché. Je me réveille et je suis comme, OK, je sais c'est quoi. Tu sais, c'est comme... Tu consolides vraiment certaines mémoires dans ton sommeil incroyable. Et ton apprentissage est vraiment mieux quand tu prends le temps de dormir. Ouais, moi, j'ai des expériences personnelles sur l'apprentissage de la musique. Étant un petit peu guitariste, c'est pareil. Le lendemain, après avoir appris quelque chose, un petit passage, c'est consolidé, mais un peu par magie, en fait. Ouais. On peut y passer un quart d'heure sur un morceau, on n'y arrive pas. On laisse tomber, on revient le lendemain. C'est incroyable comment c'est plus fluide et mieux organisé, en fait. C'est incroyable. Ça me fait rire parce que je me rappelle quand j'étais au cégep, puis quand j'étais à l'université, je suis encore à l'université, mes profs me disaient, si vous avez à choisir entre pas dormir avant un examen et étudier, ou dormir, puis laisser faire l'étude, choisissez le sommeil. C'est une bonne question, ça. Ah oui, moi j'aurais choisi le sommeil aussi. Oui, mais tu vois, à chaque fois, tu les regardes, puis t'es comme, oui, c'est sûr, tu dis ça parce que c'est pas toi qui fais l'examen, mais ils ont vraiment raison. Maintenant, je me dis, j'aurais dû écouter. Mais ça sert. Après, il faut pas compter que sur lire une fois avant pour préparer un examen. Lire une fois, aller dormir. Préparer juste la veille, c'est pas une bonne idée. Ça va pas être bien, mais c'est sûr que ça aide. Mais c'est au long terme aussi, l'apprentissage, quand même. 100%. Puis... ce qui vient aussi à une question vraiment compliquée, on nous dit tout le temps dormez bien, dormez plus et je sais pas trop quoi. Mais ça veut dire quoi exactement bien dormir? Parce que justement, moi aussi j'étudie l'Alzheimer, donc je sais que c'est pas nécessairement la quantité qui est... Oui, la quantité elle est importante, mais c'est aussi la qualité du sommeil. Oui, il y a plusieurs aspects en fait. Bien dormir, c'est dormir en quantité suffisante pour ses propres besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins. Dormir par un sommeil de bonne qualité, donc pas se réveiller beaucoup dans la nuit par exemple, et aussi avoir un horaire régulier. Ça, c'est assez important. La régularité, c'est quelque chose qui revient souvent. Et en fait, c'est un peu difficile d'anticiper comment va être notre sommeil, mais on va surtout se rendre compte quand ça ne va pas. Un des gros signes d'un mauvais sommeil, c'est quand on a des problèmes pour fonctionner dans la journée et des répercussions sur notre
fonctionnement dans la journée. Donc en gros, quand on va manquer de sommeil, on va très très vite se rendre compte, c'est ce que tu disais là, qu'on va avoir des troubles de l'humeur, on va devenir très irritable, on va avoir des problèmes pour réguler ses émotions, puis gérer ses émotions. On va commencer à avoir des problèmes de concentration et d'attention, c'est ce que tu disais aussi. Et on va avoir de la fatigue et peut-être même dans les cas plus sévères de la somnolence au cours de la journée. Donc c'est vraiment en fait quand on a des problèmes pour bien fonctionner dans la journée que c'est le signe qu'on a mal dormi. C'est nous comme ça qu'on peut s'en rendre compte. Ça c'est la partie un peu subjective en fait du sommeil. Mais tu te connais bien aussi, là. Tu vas voir comment tu fonctionnes quand tu es au top et puis tu vas très vite en général sentir les conséquences quand tu n'as pas bien dormi et que tu n'as pas respecté tes besoins de sommeil. Parce qu'on en a tous des besoins un petit peu différents quand même. Combien de temps tu dors toi ? Combien d'heures tu as besoin ? Je sais que j'ai besoin, comme la moyenne, la majorité des gens, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil pour me sentir bien. Parce qu'en général, chez un adulte, là, les besoins ils vont varier selon l'âge, et puis ils vont évoluer au cours de la vie, mais chez un adulte, en général, entre 7 et 9 heures, c'est la durée que tout le monde à peu près a besoin. Il y a des plus petits dormeurs, évidemment. Là. Voilà, il y a des gens, génétiquement, ils ont besoin de dormir un petit peu moins, mais moi, 8 heures, sinon je sais que ça va pas bien aller. Et par contre, je suis une couche tard, donc je fais partie des oiseaux de nuit. Moi, je me couche en général vers 23h minuit. Puis voilà, j'ai besoin de dormir jusqu'à... Si je me réveille naturellement, ça va être 7h30, 8h là, en général. Ce qui est un problème dans notre société moderne, parce que même quand je devais aller en cours, là, quand on commençait les cours à l'école plus tôt, les gens comme moi, ils sont un peu privés de sommeil, là, même pas qu'un peu. Là. Ça, c'était aussi un thème, surtout par exemple pour l'école secondaire, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont suggéré que les adolescents, naturellement, se couchent et se réveillent plus tard. C'est pas nécessairement... ils n'ont pas tant dit que c'était le téléphone, les trucs comme ça, c'est vraiment biologiquement... Ils sont décalés biologiquement, Ouais. C'est ça. Ils ont besoin déjà de plus dormir. Ils ont comme un pic. Ils ont besoin de plus dormir, mais leur horloge, naturellement, elle est très décalée, puis elle est décalée vers le soir, en fait. Là. Fait que c'est sûr que quand ils doivent se réveiller très tôt, ils vont petit à petit se priver de manière chronique de sommeil. Ouais. Est-ce qu'on sait si c'était le cas il y a très longtemps, genre il y a plusieurs centaines d'années, on ne sait pas du tout. Si tu avais un décalage aussi, mais il y a plusieurs centaines d'années. Ah. Ouais, je pense que c'est un peu à l'époque. Je pense que c'est assez récent comme recherche, surtout qu'il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes qui suggèrent de justement retarder le moment que les enfants vont aller à l'école parce que ça serait plus productif pour eux. Mais même chose pour le travail, il y a beaucoup de travailleurs qui vont se tourner vers les horaires plus flexibles. Absolument. Parce qu'ils se rendent compte que les gens sont plus productifs quand justement ils peuvent dormir. D'où pourquoi justement au début de notre discussion, j'ai dit que c'est vraiment plate qu'on va féliciter les gens qui ne dorment pas et qui travaillent énormément quand en réalité, ils sont moins productifs. Donc, tu sais, en tant que travailleur, moi, je me suis toujours dit, est-ce que tu veux travailler 8 heures à une performance moins bonne ou est-ce que tu veux travailler, je sais pas moi, un peu moins, mais à une performance vraiment plus haute? Mais après, ça, c'est un truc de société aussi. Là. C'est clair qu'on se rend compte que quand on est en privation chronique de sommeil ou qu'on a des problèmes chroniques de sommeil, on va mettre plus de temps à faire une tâche. Donc là, clairement, on va avoir tendance, si on allonge nos heures de travail, c'est pas forcément plus efficace. T'as-tu déjà relu le même paragraphe 6 fois? Exactement. Sans rien comprendre. Exactement. Et c'est sûr que si on prenait plus d'importance pour préserver notre sommeil, en fait, on peut optimiser notre productivité aussi. Donc, ça serait rentable en quelque sorte. Donc, oui, c'est sûr. Ça m'amène aussi de nos jours, on a un gros problème c'est les téléphones, la lumière et tout. C'est sûr que les téléphones, ça a un grand impact, mais même la lumière qu'on a à l'intérieur, tu sais, revenons avant qu'on invente l'électricité, tu sais, les gens, ils voyaient le soleil se coucher, ça devenait de plus en plus sombre, donc t'as ce qu'on appelle la mélatonine qui était sécrétée et qui te permettait de dormir. Maintenant, avec les lumières, on retarde beaucoup la sécrétion de la mélatonine. Donc, ça devient très compliqué avec justement un téléphone, des écrans partout, d'avoir un bon sommeil. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de ça? Ouais, moi je veux bien commencer. C'est vrai que la lumière, ça stimule l'éveil, donc c'est quelque chose d'assez important. Ça rythme aussi le rythme circadien, donc c'est le temps entre l'éveil et puis le sommeil. Ça va vraiment... C'est un des synchronisateurs de ton horloge biologique, en fait. La lumière du soleil. La lumière du soleil, en général. Et donc, les écrans, ça fait de la lumière aussi.
moi, comme je travaille pas dessus, je sais pas trop vraiment ce qui se passe, la recherche là-dessus. J'ai lu un petit peu. Je sais qu'il y a des résultats qui sont assez inconsistants. C'est vrai que c'est difficile d'isoler cette variable-là dans les études. C'est pas difficile d'isoler, non? Ça va, vas-y. Alors, nous contredire, vas-y. Hein. Claire est Au comme contraire, non. vas-y. Non, je pense que les études, elles sont quand même assez unanimes pour dire que la lumière bleue des écrans, c'est mauvais. C'est tous les types de lumière. En fait, ça dépend beaucoup du moment où on est exposé à la lumière. Donc, c'est clair qu'on a dit que la lumière du soleil, c'est un des grands synchronisateurs de l'horloge biologique. Donc ça, en fait, quand on est exposé à la lumière le matin, c'est très, très bon. C'est un des moyens de sortir de son sommeil, puis de vraiment passer en mode éveil. Par contre, le problème de l'exposition aux écrans, et donc à la lumière bleue en particulier le soir, c'est que ça va complètement retarder notre endormissement. La phase d'endormissement, oui. Exactement. Le soir, en fait, normalement, il faut à peu près 1 heure, allez, mettons 1 heure avant le coucher, essayer de tamiser sa lumière, puis de couper les écrans. Okay. Parce qu'en fait, ça va créer un environnement propice à l'endormissement. Et si on ne fait pas ça, ça va être beaucoup plus difficile. Si on a son cellulaire dans son lit et qu'on est en train de regarder Instagram le soir pendant 1 heure, ce qu'on a tous fait un jour ou l'autre, c'est sûr. C'est pas pour une certains très d'entre bonne nous, c'est à tous les jours. Je comprends. Et est-ce que les filtres bleus, est-ce que ça fonctionne? C'est bien de les avoir, c'est bien de déjà baisser complètement l'intensité générale au minimum des écrans. Ça sert à quelque chose d'avoir les filtres sur les ordinateurs puis les cellulaires. Moi, je les active. Mais baisser aussi l'intensité de manière générale, c'est quand même une bonne pratique. Et puis, le mieux, là, c'est vraiment quand même de ne pas avoir son cellulaire sur sa table de nuit. Et puis de pas, même quand... En fait, si on a notre cellulaire sur notre table de nuit, on va avoir tendance, si on a un réveil dans la nuit, à vouloir allumer le cellulaire puis le regarder. Donc ça, on va se fragmenter. Puis une des choses, c'est qu'il ne faut aussi surtout pas avoir les notifications. Moi, je mets en mode avion tout le temps. Exactement. Mettez en mode avion, ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas se fragmenter son sommeil. C'est plate parce que je connais beaucoup de personnes de tous âges que, justement, avant de se coucher, c'est là où est-ce que tu réponds à tes emails, à tes messages, que tu regardes tout. Puis après, justement, ça te stimule quand même beaucoup. Puis tu es là réveillé dans ton lit. Moi, j'ai le contre-exemple sur ça. C'est j'ai un proche qui a une personne à charge et qui ne peut pas se permettre de mettre en mode avion. La question, c'est du coup, comment elle fait? Parce que tu peux aussi avoir des notifications tout le temps. Il faut aussi régler un peu toutes les notifications de chaque application. C'est l'horreur, quoi. Mais tu sais, je me suis posé cette question parce que je pensais justement aux médecins qui font leur résidence. Il y a et ça je aussi, me suis dit, je voulais savoir... Travail de nuit aussi. Les gens qui travaillent de nuit, mais aussi les gens qui travaillent des 18h, 19h, 20h d'affilée. Et je me suis demandé, c'était quoi un peu les résultats, justement, sur les personnes qui font ça, puis est-ce que c'est réellement productif? Parce que souvent, les gens vont penser que oui, c'est productif parce que tu peux rester avec le même patient plus longtemps et tout, mais en lisant beaucoup de recherches, je me suis rendu compte que le nombre d'erreurs dans les diagnostics, les fautes que les gens font pendant qu'ils font des chirurgies, excuse-moi. C'est comme l'anglais qui vient tout le temps... Bref. Vas-y, on va essayer de traduire à 3. Ouais, on va essayer en faire ça. Mais bref, j'ai vu que les gens, quand ils s'étaient rendus genre à 18, 19h, 20h d'affilée réveillés, ils font plus d'erreurs dans leur diagnostic, dans leur prescription, dans leur chirurgie. C'est assez important. Oui, mais c'est un peu ce qu'on a dit au début. Là, l'être humain, là, c'est un animal diurne. On n'est pas censé, normalement, vu qu'on est notre horloge biologique, elle est régulée par le cycle de lumière-obscurité. On parlait de la lumière tout à l'heure. On est un animal diurne, donc on est censé dormir la nuit et être réveillé le jour. Donc forcément, quand on ne fait pas ça, on a parlé en fait du rôle du sommeil dans plein d'aspects de la santé physique et mentale. Donc c'est sûr qu'on va avoir des conséquences quand on ne respecte pas notre rythme biologique. Justement, j'écoutais le podcast de Matthew Walker, un chercheur assez important dans le sommeil, qui comparait le manque de sommeil à être sous ou à avoir bu. Donc, c'est pour ça que, pour moi, je trouve ça incroyable qu'on trouve ça bon de ne pas dormir parce que est-ce qu'on laisserait une personne sous performer une chirurgie sur nous? Probablement pas.
Exact. Mais quand une personne est en manque de sommeil sévère, c'est correct. Mais non, mais je pense quand même que la société est en train d'évoluer un petit peu, notamment parce qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent des conséquences d'un mauvais sommeil, puis à quoi sert le sommeil. Donc je pense qu'on évolue sur ça beaucoup. on évolue carrément. quand même sur ça et que c'est moins... C'est vrai qu'avant, on entendait beaucoup l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vraiment beaucoup de petites C'est une phrase phrases. bateau, mais qui, Ouais, est c'est pas... Beaucoup de qui a petites beaucoup de phrases sens. qui ouais. valorisent voilà, Ouais. un peu le fait de mal dormir. Là, on disait beaucoup qu'il y a des grands entrepreneurs qui dorment que 4 heures ou 5 heures par nuit et que c'est pour ça qu'ils sont devenus des très grands entrepreneurs, milliardaires. Ben, pas forcément, là. Mais... Juste pour dire un truc qui m'a frappé, encore une fois, le podcast de Matthew Walker, qui racontait que il y a un gène qui te permet de dormir un peu moins, OK? Mais tu as plus de chances de te faire frapper par la foudre que d'avoir ce gène. Donc, Ah c'est ouais? vraiment... C'est ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui C'est peuvent se très permettre de rare. dormir 6 heures et moins, mais il y a beaucoup de personnes qui vont te dire « Ah, moi, je suis correct avec 6 heures. » Non. Mais probablement qu'ils ne sont pas très conscients des conséquences qu'ont sur eux le manque de sommeil. Puis aussi, ben, les conséquences à court terme, c'est une chose, mais il y a des conséquences à plus long terme. Ouais. Et ça, à l'instant T, c'est un peu plus difficile à mesurer pour une personne. Mais c'est pour ça que c'est important qu'on en parle et puis qu'on dise à quoi est lié. Justement, nous, on est 3 personnes qui travaillent sur le vieillissement. Donc, est-ce que vous voulez un peu discuter de l'impact du manque du sommeil sur le vieillissement? Puis qu'est-ce que la neuroimagerie nous dit là-dessus aussi? Ouais. Tu veux que je commence ou tu commences? Comme tu veux. Je peux commencer si tu veux, puis tu peux me Ok. compléter. Ok. Parce qu'il y a un peu... il y a un peu deux choses. La recherche, en fait, dans ce domaine-là, elle a vraiment fait des bonds assez récemment, je trouve. Déjà, la première chose, c'est qu'on sait, grâce aux études en neuroimagerie, que notre cerveau, il vieillit. Donc, on va perdre en substance grise, en substance blanche au cours de la vie. Donc, les personnes âgées, elles ont une atrophie cérébrale. Et en fait, cette atrophie, elle a lieu dans plusieurs régions, mais notamment celles qui sont importantes pour le sommeil. Donc, en gros, quand on vieillit, c'est le processus de vieillissement normal. Quand les zones qui sont importantes pour générer et maintenir le sommeil s'atrophient, on va avoir une dégradation de la qualité du sommeil dans le vieillissement. Donc, c'est clair que la diminution de la qualité de sommeil, on l'observe quand on vieillit et c'est une conséquence du vieillissement du cerveau. Mais maintenant, il y a des études plus récentes qui montrent que c'est un lien qui pourrait aller dans les deux sens et qu'en gros, les problèmes de sommeil, ce n'est pas seulement une conséquence du vieillissement du cerveau, mais ça pourrait aussi accélérer le vieillissement et être associé au développement d'un certain nombre de pathologies neurodégénératives comme Alzheimer. On travaille tous sur Alzheimer ici. Et justement parce qu'on sait, comme Valentin disait au tout début, que le sommeil, ça joue un rôle dans la santé cérébrale et notamment le nettoyage des métabolites toxiques. Donc si on dort mal et notamment si on a un sommeil lent profond de mauvaise qualité ou une réduction du sommeil lent profond, on va avoir plus de dépôts amyloïdes au niveau du cerveau qui vont se développer. Donc on pense que les liens, ils iraient un petit peu dans les deux sens. C'est quand même encore pas mal à l'étude. Je pense qu'il ne faut pas faire capoter tout le monde non plus. Non, c'est ça. C'est quand même à l'étude. Je veux dire, l'ampleur aussi de la place de ce phénomène-là, on ne la connaît pas très bien. C'est ça. Souvent, c'est pas nécessairement le sommeil en soi tout seul qui va causer cette accumulation. Il faut toujours se rappeler que il y a l'activité physique, il y a l'apprentissage, puis il y a des gens qui ont, par exemple, si on a ce principe de réserve cognitive et tout ça, de résilience qui pourrait peut-être te protéger contre le manque de sommeil, mais après, ce serait important de dormir quand même. Puis tout est probablement lié, puis ça, on le sait pas bien non plus. Ouais. C'est-à-dire c'est multifactoriel, c'est ça qui est extrêmement dur. C'est ça, toi, tu as beaucoup étudié les habitudes de vie, elles vont avoir un impact sur le sommeil. Le sommeil va en retour avoir un impact sur comme ton niveau d'activité physique dans la journée d'après. Puis tu vois, au-delà même du rôle de chaque trouble, de chaque aspect du sommeil et stade de sommeil, il y a un certain nombre de troubles du sommeil, donc de pathologies du sommeil. Ça, c'est encore autre chose, comme les apnées du sommeil. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les apnées du sommeil, puis je continue de travailler sur ça. Et on sait que les apnées du sommeil vont avoir un impact sur ton cerveau et vont créer un certain nombre d'altérations cérébrales, donc pourraient être un facteur de risque, par exemple, de développer une démence, mais pas que. En fait, dans le cadre des apnées du sommeil, il y a plein de pathologies cardiovasculaires, comme les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies métaboliques comme le diabète, plein de pathologies qui seraient... il y a des nouvelles recherches qui vont aussi
argumenter que le manque de sommeil pourrait contribuer au cancer, à des trucs comme ça, parce que le sommeil a un rôle très important dans l'immunité. Oui, dans l'immunité, et que ton Absolument. immunité soit justement performante. Parce qu'au moment où est-ce qu'on se parle, on fait des cellules cancérigènes. Donc, c'est un truc que le corps fait tout le temps. Ouais. Mais quand tu dors bien, quand tu fais du sport, des trucs comme ça, j'ai dit des trucs au hasard, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe. Mais quand tu dors bien, tu permets à ton corps justement de se récupérer et de prendre soin de ces problèmes-là. De pourquoi c'est très important. Ouais, exact. Est-ce que vous avez des résultats intéressants en utilisant la neuroimagerie pour le vieillissement et le sommeil? Claire, tu peux, si tu veux commencer, parce que tu as quand même fait des études qui sont... Je peux continuer sur les apnées un petit peu. Ouais. Quelque chose qui a été vachement sous-diagnostiqué pendant très longtemps. Ouais. Et puis qui en fait revient qui est toujours très fréquent. Je vais parler de la population âgée là, parce que c'est la population que j'étudie, donc les gens de plus de 60-65 ans. On se rend compte en fait, moi j'ai commencé à travailler sur les apnées du sommeil pendant ma thèse. Et on suivait des participants âgés sans troubles cognitifs, donc des personnes qui ont un vieillissement normal, donc pas de déficit cognitif notable. Et en fait, ces personnes-là, on les a fait dormir. Valentin m'a aidé, Valentin a collaboré avec moi sur ces études-là. Donc, on a collé des centaines d'électrodes et on a fait des examens du sommeil chez ces personnes-là. Puis ils ont tous eu un certain nombre d'examens de neuroimagerie. Puis on s'est intéressé à voir, en gros, quel était le pattern d'altération cérébrale qui était associé à la présence d'apnée du sommeil modérée à sévère. Et en fait, déjà, la première chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une proportion énorme de personnes âgées qui faisaient des apnées du sommeil, puis qui n'avaient pas d'idée qu'elles en faisaient. Donc, c'était complètement non diagnostiqué chez elles. Puis ça, on sait que dans la population générale, c'est vraiment le cas. Et en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui faisaient des apnées du sommeil, elles avaient une charge amyloïde cérébrale plus importante. Et que ça s'accompagnait d'un certain nombre de patterns d'hyperactivité neuronale. Donc on pense que cette espèce d'hyperactivité neuronale qui serait une conséquence de l'hypoxie qu'on observe, donc du manque d'oxygène qu'on observe suite aux apnées du sommeil, ça pourrait favoriser la production de peptides amyloïdes et l'accumulation en plaques. Puis on a fait une autre étude après ça où on s'est vraiment intéressé à l'hippocampe, qui est une structure clé de la mémoire. Et on s'est rendu compte que chez les personnes qui étaient amyloïdes positives, quand elles n'avaient pas de troubles cognitifs, donc des personnes amyloïdes positives mais cognitivement asymptomatiques, donc ce qui est un stade assez précoce, préclinique de maladie d'Alzheimer. En gros, la présence d'apnée du sommeil et la sévérité des apnées du sommeil chez eux était associée à l'atrophie de l'hippocampe et du cortex entorhinal. Donc en fait, les apnées du sommeil, ça pourrait augmenter notre charge amyloïde, puis aussi favoriser l'atrophie hippocampique. Et ça, on sait que ça favorise le déclin cognitif, notamment la baisse de performance de mémoire. Puis on l'a vu en fait chez nos participants, ils ont été suivis. Et en fait, on sait qu'en baseline, donc au premier temps de l'étude, quand ils avaient des apnées du sommeil associées à l'atrophie hippocampique, en fait, cette diminution du volume de l'hippocampe était associée à une diminution des performances de mémoire 21 mois après. Je crois que c'était 21 mois après. Donc ça semble quand même important, si on a des signes d'apnée du sommeil, d'aller se faire diagnostiquer et traiter, parce qu'on a des pistes de traitement pour ça. Exact. Et que c'est quand même assez sous-diagnostiqué dans la population générale. Même chez les jeunes, il y en a aussi. Hein. Oui. Moi, j'ai un proche, même âge que moi, une trentaine d'années, absolument, qui fait des apnées, qui a été diagnostiqué, qui a un traitement par pression positive, tu sais, en pression continue d'air, quoi, et il dit que ça a changé sa vie, quoi. Mais oui, mais c'est ça que j'allais dire. Au-delà du manque d'oxygène que ça cause puis de l'hyperactivité, ça change aussi la qualité de ton sommeil. Donc, l'apnée du sommeil est associée avec la fragmentation du sommeil qui est elle-même associée au déclin cognitif, plus d'accumulation d'amyloïdes et de taux dans le cerveau. C'est par reposant, tu es en stress en fait, tu manques d'oxygène, ton corps il essaie de réagir à ça et il se réactive un peu trop, quoi. Donc, Puis il y a des conséquences en journée aussi. En fait, les gros symptômes des apnées du sommeil, c'est le fait d'avoir de la somnolence excessive. Donc ça, c'est lié, même pas que chez les personnes âgées, aux accidents de la route, par exemple, aux accidents du travail. Voilà, ça perturbe la concentration, l'attention. Oui, absolument. C'est exactement ça. C'était les moments où il dormait pendant qu'il conduisait, et là, ça lui arrive plus du tout. Ouais. C'est une cause très importante, le manque de sommeil dans les accidents de voiture. Puis c'est un truc qui n'est pas assez discuté
en général. Ouais. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, effectivement. Un autre truc que je trouvais assez intéressant, mais que la recherche est très mitigée, c'est les siestes. Donc, il y a des gens qui vont argumenter, des chercheurs qui vont argumenter que la sieste, c'est un truc bénéfique, donc qui va permettre... En tout cas, ça fait pas de mal. Non, sûr. mais il y a d'autres personnes qui disent que oui. Donc, tu sais, il y a des recherches qui vont argumenter qu'il y a une association bidirectionnelle entre les siestes et l'accumulation de protéines reliées à l'Alzheimer. Et il y a d'autres qui vont argumenter pour la sieste qui va améliorer la cognition. Ou j'ai déjà vu le contraire aussi, d'où pourquoi je dis que la recherche est très mitigée. Okay. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la sieste? Valentin, il va en faire une, c'est ça? Ouais, bah moi, je travaille pas du tout sur la sieste, je sais pas. Je sais que j'avais vu un peu comme ça que c'était un peu mitigé, mais qu'il y a quand même, à court terme en tout cas, une amélioration des performances cognitives. Voilà, je peux dire que ça sur la science. Et de façon personnelle, moi, j'aime bien en faire. J'en fais assez régulièrement. En général, j'en fais 15 minutes. J'ai souvent entendu dire qu'il ne fallait pas dépasser un certain temps, sinon ça, tu commences à partir dans un processus plutôt long et ça pouvait te desservir après pour la nuit d'après. Bonjour aux écouteurs du podcast du RBIC. Prenons une petite pause ensemble pour absorber l'information, mais aussi pour aller regarder le site web du blog du RBIC et les autres articles dans lesquels on parle de sujets intéressants en sciences. Et aussi, profitez-en pour aller regarder les autres épisodes qu'on a du podcast aussi. C'était pas mal tout pour la pause de maintenant et je vous laisse retourner au podcast. Et en préparant ce podcast, je me suis demandé si c'était toi, Claire, qui m'avait expliqué la technique de la cuillère. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Non, c'est pas moi, mais je la connais. Ah, tu la connais? Bah alors, je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais c'était assez intéressant. J'avais essayé. La technique de la cuillère, ouais, c'est... En fait, quand tu fais une sieste, tu tiens dans ta main une cuillère fermement et tu laisses dépasser ton bras au bord de ton lit ou ton canapé ou peu importe. Et au moment où tu t'endors, quelques minutes après, en fait, tu vas laisser ouvrir ton corps va se détendre et tu vas ouvrir ta main et ta cuillère va tomber sur le sol, donc ça va faire du bruit et ça va te réveiller. Ça, c'est une technique pour t'empêcher de partir dans un processus qui est trop long. Et moi, moi je l'ai essayé une fois. J'ai essayé une fois, sauf que le sol, c'était de la moquette. Donc, j'ai pas entendu que ça avait fait du bruit, donc je me suis pas réveillé. OK. Fait que t'es resté. Ça, c'est un truc que je trouve c'est intéressant. horrible. Je sais pas si ça fonctionne bien, je sais pas trop. Mais moi, personnellement, là, une des raisons majeures pour laquelle je fais pas de sieste, c'est parce que justement, je reste endormie pendant 2 heures et je me réveille, je me sens comme le plus grand des déchets. Non, pour vrai. Fait que là, je me suis... tu mettes un cadre. Mais c'est ça, je me suis toujours demandé pourquoi. Puis je suis pas la seule personne. Si je parle d'expérience, puis d'expérience des autres aussi, qui font des siestes de 2-3 heures et qui se sentent horribles à la fin. Mais la raison pour ça, en fait, c'est que la sieste, il faut la faire déjà au bon moment dans la journée, puis en quantité raisonnable. Ouais. Donc le bon moment, en général, c'est en début d'après-midi, après le repas du midi. Parce que là, en général, on le sent qu'on a une petite baisse d'attention juste après le repas. Toute l'énergie dirigée vers les intestins. C'est ça. Donc, Et en fait, le temps, il ne faut pas faire des siestes de 3 heures. Parce que la chose, si on fait une sieste de 2-3 heures, c'est qu'on va faire du sommeil lent profond. Et donc, on va diminuer sa pression de sommeil. Et le problème, c'est qu'on aura, le soir venu, on n'aura pas accumulé assez de pression pour s'endormir. Donc là, en fait, on va... altérer la qualité de la nuit à venir. En général, la bonne durée d'une sieste, c'est 30-45 minutes maximum, parce qu'il ne faut pas avoir fait trop de sommeil lent profond, parce que sinon, on va mal dormir la nuit d'après. Conséquence, on va être fatigué la journée suivante, on va faire une longue sieste, et c'est un gros cercle vicieux. Donc ça, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Mais est-ce que selon toi, c'est une pratique? Parce que je sais que dans certains pays asiatiques, moi personnellement, je suis moitié guatémaltèque, moitié iranienne. Et en Iran, il y a cette tradition de vraiment fermer les magasins et tout en après-midi et de prendre une sieste. Je sais qu'en Chine aussi, c'est une pratique. Est-ce que c'est un truc qu'on devrait incorporer? Donc, qu'est-ce que la recherche nous dit par rapport à ça? Je pense qu'on devrait l'étudier, surtout l'impact des pratiques culturelles. Parce que ça, c'est vraiment un champ de recherche qui est assez peu développé. Bah, je sais pas si on doit l'incorporer ou pas, mais en tout cas, il y a des grands groupes, des grandes compagnies qui font déjà ce truc-là, qui préparent déjà des salles pour les employés pour qu'ils puissent faire des siestes comme ça. Genre Google, trucs comme ça, ils font ça déjà. Ouais, mais je pense qu'en fait, la vraie question, c'est
de répondre à ses propres besoins pour soi-même réussir à bien fonctionner. Donc, c'est apprendre à se connaître, puis faire une sieste si jamais c'est quelque chose qui peut vous permettre de repartir dans l'après-midi et d'être efficace, pas trop longue, parce qu'il faut préserver son sommeil de la nuit d'après. Mais je pense que c'est vraiment comme soi-même essayer de répondre à ses besoins physiologiques. Mais vous, dans votre expérience personnelle, est-ce que ça a été un truc que vous avez eu la facilité à faire justement à répondre à vos besoins? Parce que des fois, on a une date d'échéance. Puis, on a tous déjà été étudiants, puis on s'est tous déjà dit « Ah, ça va me prendre 1 heure, puis ça t'en a pris 10. » Mais tu sais, c'est très dur des fois de prioriser son sommeil. Puis le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est un truc qu'on fait qu'on a le temps. Tu sais, c'est pas tant... on va pas se dire « Ok, ça, c'est important. » Tu sais, moi, souvent, je vais commencer à lire, un papier à 10 heures du soir. Puis il y a beaucoup de gens qui font ça et qui l'encouragent d'ailleurs. Ben, si tu commences à lire un papier à 10 heures du soir puis que tu vas te coucher à 11 heures parce que c'est ton rythme normal, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'on a tous été étudiants et qu'on a tous eu des choses, des examens à réviser comme la veille, puis qu'on a tous manqué. Quand c'est temporaire, sommeil, ça va, mais si ça devient chronique, là, ça devient vraiment embêtant, quoi. Ouais, puis je pense que chacun maintenant arrive à prendre conscience à quel point c'est important parce qu'on en parle de plus en plus. Moi, je sais que toute mon adolescence puis vie de jeune adulte, vu que j'ai un chronotype assez tardif, donc je suis vraiment très du soir, j'ai eu des problèmes. Enfin, j'ai jamais été très efficace le matin parce que quand je devais aller à l'école puis que les cours commençaient à 8h ou 8h30, ça correspond pas à mon rythme biologique. Donc j'ai essayé. Et t'as toujours été comme ça? J'ai toujours relativement été comme ça, ouais. Okay. Moi, c'est marrant, j'ai changé, moi, il y a pas longtemps. Moi aussi, c'est ça que j'allais dire. Être plus efficace le matin. Du coup, tu te couches un peu plus tôt. Ouais. Alors qu'avant, j'étais vraiment couche-tard. Après, je parle pas de l'enfance, comme je parle vraiment de la fin de l'adolescence, puis vie de jeune adulte. Okay. Mais après, vu que j'avais identifié ça, j'ai essayé de tout mettre en place des stratégies, puis pas me coucher à minuit et demi, et d'être assez régulière. Mais c'est ça, après, c'est chacun de mettre en place ses stratégies. Je pense aussi de respecter justement ses besoins. Je pense que c'est très difficile par rapport au sommeil parce que moi, je connais des personnes qui, aujourd'hui, pensent que le sommeil, c'est pas si important. Donc, tu sais, le truc de « j'aimerais ça ne pas pouvoir dormir ». Écouter le podcast. Je vais leur envoyer, honnêtement. Voilà. Mais moi, c'est le contraire de toi. Toute ma vie, j'étais quelqu'un qui dormait assez tôt, qui se réveillait très tôt et j'étais très heureuse. Et aujourd'hui, maintenant que je fais ma maîtrise, me réveiller à 7 heures du matin, c'est comme si on me demandait de descendre la lune. C'est comme, je trouve ça horrible. Avant, je me réveillais à 5h30, 6h du matin, super facilement. Puis on dirait que maintenant, c'est impossible. Puis je pense que c'est aussi de respecter ça, puis de se dire, OK, aujourd'hui, je suis fatiguée, puis il faut que je dors. Mais encore pourquoi ça a changé? Parce que la fatigue. Je pense que un des endroits où est-ce que j'ai vu le plus de manque de sommeil et où est-ce que j'ai vécu le plus de manque de sommeil, c'est au niveau d'études supérieures. Donc, tu as vraiment tes superviseurs qui vont t'encourager à travailler vraiment beaucoup plus. Puis c'est là où est-ce que moi, je ressens un énervement quand on me dit « OK, dors 8 heures » parce que les chercheurs vont te dire « Travaille 70 heures, fais du sport, dors 8 heures, aie une vie sociale. Comme ça, tu n'auras pas d'Alzheimer dans 15 ans ou dans 40 ans. » Puis c'est compliqué de mettre un équilibre dans tout. D'où pourquoi on sacrifie toujours le sommeil, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est tout un set de bonnes habitudes à prendre. Et en fait, ça fait que plus tu as des bonnes habitudes et plus tu les respectes, en fait, ta productivité va s'améliorer. Donc, tu n'auras plus besoin de 10 heures pour faire une tâche, tu pourras la faire 100%. Moins. Donc, tu sais, c'est comme toutes des nouvelles habitudes à apprendre. Surtout le sommeil, on a parlé de se coucher et se réveiller à la même heure. Il y a beaucoup de gens qui n'accordent pas assez d'importance aussi à une routine du sommeil. Tu sais, environ une demi-heure avant de se coucher, de baisser les lumières, de peut-être laisser le téléphone de côté, laver son visage, ses dents, vraiment de faire ça tous les soirs pour que ton corps sache que OK, maintenant, c'est le temps d'aller se coucher. Il faut se conditionner un petit peu. Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle avant, j'allais courir une demi-heure avant d'aller me coucher. Donc, c'est stimulant le sport. Ouais, c'était très stimulant. Donc, j'arrivais dans mon lit les yeux grands comme des billes. C'était pas super productif. C'est mieux 2 heures avant le coucher, c'est mieux de ne pas faire du sport intense en général. Même de ne pas avoir un gros repas avant de dormir, ça aussi, c'était assez utile.
Ça m'amène à une autre question que je me suis demandé vraiment souvent. Est-ce qu'il y a une différence entre la qualité du sommeil pour les femmes et pour les hommes? Donc ici, en ce moment, on est 2 femmes, 1 homme. Donc on va essayer de voir qui dort mieux. Ok, ça met beaucoup de pression du coup. Je pense que la grande différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est vraiment côté hormonal. Moi, je travaille en ce moment sur justement cette différence-là, mais plutôt sur la maladie d'Alzheimer, pas vraiment sur le sommeil. Et en fait, on se rend compte que arrivé à un certain âge, tu peux avoir des changements brutaux de concentration d'hormones que tu as chez les femmes et pas chez les hommes. En fait, ça, c'est assez problématique parce que le changement hormonal, ça fait des changements dans le corps. Et le corps a vraiment du mal à vraiment s'adapter à ça. Tu parles de après la ménopause? Voilà, à ce moment-là, à la ménopause, à ce moment-là. C'est là où est-ce qu'on voit pour les femmes un grand changement dans la qualité du sommeil puis comment eux, ils vont le reporter aussi. Oui, alors que chez les hommes, l'andropause, c'est plutôt assez progressif quoi, comparé aux femmes. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus différent, j'imagine, entre les hommes et les femmes, quoi. Je sais aussi que l'évaluation subjective, souvent chez les femmes, elle est plus négative, mais les mesures objectives sont moins bonnes chez les hommes. Ouais, c'est intéressant. C'est ça. probablement un peu plus concernées. Peut-être qu'elles font un peu plus attention à ça. Est-ce que c'est le cas chez les jeunes aussi? Parce que nous, avec notre cohorte, on peut voir ça chez les personnes âgées, mais chez les jeunes, est-ce que c'est un peu le cas aussi? J'ai l'impression que c'est dur d'évaluer son sommeil quand on est jeune parce qu'on a tellement d'énergie et tout en général. Non, pour vrai. Évaluer son sommeil de manière générale, c'est quelque chose d'assez difficile. C'est pour ça que en laboratoire de sommeil, on essaie de ne pas se fier uniquement, et c'est important là, d'avoir des mesures subjectives, mais c'est bien de combiner avec d'autres types de mesures. Mais c'est sûr qu'après la ménopause, là, on en parlait, il y a un certain nombre de changements qui s'opèrent. Puis, par exemple, les apnées du sommeil, les hommes, on dit souvent qu'ils ont tendance à en faire plus. Ouais. Mais ça, c'est une différence qui se gomme après la ménopause parce que les femmes aussi ont tendance à faire plus d'apnées du sommeil. Les femmes, elles ont une prévalence de certains troubles du sommeil qui est aussi plus élevée, comme l'insomnie. Donc, mais nous, on le voit aussi plutôt dans le vieillissement, là, dans nos études. Enfin, moi, j'ai quand même souvent observé dans mes résultats que les femmes sont vraiment sensibles aux conséquences des problèmes de sommeil. Donc, moi, je regarde plutôt les altérations cérébrales qui sont associées aux problèmes de sommeil. Puis, souvent, les femmes vont beaucoup driver nos résultats. On le voit là dans les analyses qu'on fait avec le Centre d'études avancées en médecine du sommeil. On le voit, là, notamment aux apnées du sommeil, que les femmes, elles ont des changements assez importants. Puis, elles sont assez vulnérables au niveau cérébral. Honnêtement, mais moi, dans la recherche que je fais en ce moment, les femmes sont souvent ce qui va faire qu'on a justement une association importante entre le sommeil et, disons, la pathologie. Dans mon cas, c'est la pathologie de taux. Puis on sait en plus que les femmes sont plus à risque d'accumuler la pathologie. Donc, si tu mets ça ensemble, ça doit être assez... Donc, nous, il faut qu'on fasse attention. Oui, voilà. Mais les hommes aussi. Et toi, c'est faut marrant, que ça cette sensibilité au changement. Parce que peut-être les femmes... Alors, c'est ultra spéculatif et hypothétique, mais les femmes ont plus de changements dans le corps que les hommes de base. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elles sont peut-être plus sensibles aux changements. Après, moi, j'aime beaucoup... j'aime aussi réfléchir un peu, peut-être moins aujourd'hui, mais peut-être dans le passé, puis la cohorte qu'on étudie aujourd'hui. J'ai l'impression que les femmes et les hommes ont aussi des responsabilités différentes, dans le sens que souvent, les femmes vont être la première personne aidante, justement, d'un familier ou un truc comme ça, ce qui peut affecter aussi beaucoup leur sommeil. Encore une fois, j'ai pas de statistiques là-dessus. C'est vraiment plus impliqué, je sais pas. Oui. Donc, tu sais, souvent, on va voir... Même par exemple, pour prendre soin de quelqu'un, ça prend... tu sais, c'est très dur sur le corps de prendre soin de quelqu'un. Souvent, tu dors pas. Souvent, tu dois aller à l'hôpital à des heures très tard le soir. Puis souvent, c'est les femmes qui ont ce rôle la plupart du temps. Peut-être moins aujourd'hui parce que les normes sociales changent tranquillement. Mais notre cohorte, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des participants et j'ai souvent eu ce récit des femmes qui devaient prendre soin de leur mari, de leurs parents. Et ça affectait beaucoup leur sommeil, justement. C'est peut-être une dérive du comportement ancestral maternel, j'ai envie de dire. C'est peut-être ça, je sais pas si c'est un comportement maternel. Je pense que c'est plus genre très sociétal. Je pense que c'est une norme sociale plus. Aussi, je sais pas, Même par exemple. Biologiquement, il y a aussi les femmes qui ont des grossesses, qui vivent un certain nombre d'événements aussi qui peut affecter un peu plus leur sommeil. Un autre, ce qui m'amène à ma question numéro 6. Donc,
Donc, le sommeil est impacté par beaucoup de choses. Et je sais que, Valentin, tu bois pas de café. Mais moi, avant, j'étais une énorme buveuse de café, surtout quand j'ai commencé l'université. Et ça a affecté beaucoup mon sommeil et ça affecte beaucoup le sommeil de d'autres personnes aussi. Donc, qu'est-ce que vous connaissez avec le sommeil et la caféine? Ben, la caféine, c'est un stimulant. Ouais. Donc, la chose, c'est que quand on... En fait, normalement, si on respectait nos besoins de sommeil puis qu'on dormait le temps qu'il nous faut et en qualité suffisante, on devrait avoir besoin d'aucun stimulant pour fonctionner dans la journée. Ça, c'est la première chose. Et en fait, quand on va consommer du café, ça va être un stimulant, donc retarder l'endormissement, puis ensuite diminuer la qualité de notre sommeil. Donc en général, on dit souvent que le café, le matin, là, si on veut prendre notre café, c'est bien, mais après 10 heures après ou le lunch, il faut en général arrêter. Et puis surtout pas consommer de café le soir au souper. Ça, c'est vraiment à éviter parce que ça va vraiment perturber notre endormissement et notre sommeil après. C'est un stimulant. Tu prends du café du coup? Moi, j'en prends le matin, j'aime ça, mais c'est une bonne solution de se tourner vers le déca. Le décaféiné. Du thé, moi je prends du thé. Le thé est aussi, aussi stimulant un peu. Là, mais... Ouais. Un peu moins quand même. Mais... Est-ce que tu peux développer un peu, souvent par exemple, on va boire du café, soit on va en boire trop, ou on va le boire en après-midi, et on a ce crash d'énergie incroyable. Donc tu te sens super bien pendant 1h30, et après tu es 3 fois plus fatigué. Est-ce que tu connais plus le processus? Moi, j'ai jamais trop ressenti ça, mais... moi, des fois, là, c'est comme... Moi, je le ressens beaucoup, c'est pour ça que le café... Okay. Les gens sont pas sensibles de la même manière à la caféine. Il y a des gens plus sensibles que d'autres, ça c'est clair. Je pense que c'est bon pour personne de boire du café le soir, là, en soirée. Mais il y a des gens qui vont être plus sensibles ou moins sensibles. Moi, je le suis peut-être moins que toi. Probablement. Mais je sais que moi, j'avais demandé cette question justement à un chercheur, puis il m'a fait... cette comparaison qui est restée avec moi, d'où pourquoi j'ai arrêté de boire autant de café, c'était que si on imagine une bouteille d'eau et que l'eau, c'est notre sommeil, quand on boit un café, c'est comme si on débouchait le bouchon. Okay. Donc, disons que le sommeil, c'est de l'énergie, OK? Puis, on a une bouteille, tu ouvres le bouchon, ça, c'est la caféine. Donc, ton énergie, elle part beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'est un peu ce que la caféine fait et d'où pourquoi, souvent, il y a quelques personnes qui vont avoir cette grosse baisse d'énergie quand ils boivent du café, surtout au mauvais moment. Donc, il y a des quantités optimales de café. Donc, si tu en bois trop, tu vas être trop stimulé ou tu vas être très fatigué à la fin. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Mais après, des fois, je pense que c'est une solution quand même qui n'est pas viable, mais qui est facile, dans le sens que quand il est rendu 3 heures de l'après-midi, il faut que tu fasses quelque chose, fait que tu bois genre un gros café. Mais ouais. Mais après, il y a d'autres personnes aussi que je connais que quand ils boivent un café vers genre 9h du soir, ça les aide à dormir. Ce que je trouve... C'est intéressant, ça. Ouais, non, ça m'intéresse beaucoup. Je sais que les parents d'un de mes amis, justement, buvaient du café à 8h du soir, puis ils me l'offraient tout le temps. Puis moi, j'étais comme impossible que je bois un café maintenant parce que je dormirais pas du tout. Donc, ça m'avait beaucoup intéressé aussi. C'est partie des gens qui étaient moins sensibles, mais... Ou alors, il y avait peut-être aussi cette espèce de cercle vicieux qui s'était développé, qui fait qu'ils vont boire de la caféine, ils vont moins bien dormir, donc ils vont en reboire, puis ça devient une habitude après. Ou peut-être qu'ils faisaient une très très grosse sieste l'après-midi de 3 heures. Quoi. Ça aussi. Je sais pas. Non, les siestes, c'est... je sais toujours pas si j'aime ou j'aime pas faire des siestes. Je vais voir dans le futur. Après la caféine, on a aussi l'alcool, qui est assez important en termes d'effet sur le sommeil. Même au-delà du sommeil, ouais. Moi, je sais que si je bois, je vais dans le coma, là, non, comme le sommeil le plus profond, mais pas nécessairement de bonne qualité. Alors oui, il sera pas profond ton sommeil. Parce que quand tu bois de l'alcool, ça va avoir cet effet un peu somnifère, donc tu vas t'endormir assez facilement. Ouais. Donc tu as l'impression justement que ça va agir un peu comme un somnifère. Par contre, la qualité derrière de ton sommeil, ça va être terrible. Ouais. Tu vas avoir un sommeil fragmenté, puis surtout, tu vas couper ton sommeil en profond. Donc ton sommeil va pas être réparateur. Donc, c'est ça. Je sais que, je vais le dire en anglais parce que j'ai oublié c'est quoi en français, mais on a le REM, Rapid Eye Movement. C'est sommeil paradoxal. Ouais, et on a le non-REM. Et je sais que l'alcool va retarder le moment où est-ce qu'on va dans le non-REM sleep, ce qui est plus
le sommeil réparateur, justement. C'est ça. Ton sommeil lent profond va être vraiment réduit, coupé. La durée va être vraiment réduite. Donc, c'est ça. Ton sommeil ne va pas être réparateur. Puis, vu le rôle du sommeil lent profond, on l'a dit dans la mémoire, la cognition, c'est vraiment des conséquences qui vont être importantes. Mais est-ce que l'impact qu'on voit avec l'alcool, c'est quelque chose, par exemple, si tu bois un verre ou c'est vraiment si tu en bois comme beaucoup? Je sais pas si tu sais par rapport aux quantités. Non, OK. Il va falloir qu'on fasse des recherches on fera des recherches. Qui veut boire? Quantité spécifique. Mais je pense que dans l'idéal, il ne faudrait pas boire d'alcool en soirée. Oui. Pourtant, c'est si on souvent réfléchit là où comme la café. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est probable qu'il y ait des quantités... Je les connais pas bien. Moi non plus. En plus, je suis pas une très grosse buveuse non plus. Là, donc, Mais moi non plus. Vu que j'ai pas ce problème, je bois très rarement de l'alcool. Je sais pas bien. Ah, mais c'est vrai, ça me rappelle de certaines personnes qui vont justement utiliser l'alcool ou même la marijuana pour dormir. Donc, puis ça a aussi des effets assez importants, encore une fois, pour le sommeil réparateur que tu ne peux pas avoir ou que tu vas retarder, justement. Ce qui nous amène aussi aux fameux somnifères. Donc, ici, on a les somnifères chimiques, donc on a tout ce qui est des médicaments et tout, mais on a aussi les somnifères plus naturels, donc la mélatonine. Donc, je ne sais pas trop si vous avez des connaissances par rapport à ça. Pas vraiment, c'est quelque chose de... ça, c'est quelque chose peut-être de... couper cette partie. Ouais, Tu peux laisser si tu veux. Oh, moi, ça me dérange Action du pas. corps. Ouais, c'est comme Valentin qui est comme, j'ai aucune idée. Non, je savais pas que j'avais aucune idée. Parce que Mais tu m'as envoyé un papier vraiment intéressant par rapport aux somnifères. Ouais, on a vu un papier, comme quoi la consommation excessive et chronique de somnifères. Surtout la consommation long terme, en fait. Très long terme, qui provoquait... qui sur des études épidémiologiques, tu avais le taux de mortalité qui était plus important. Mais c'était quand même intense. On parle de dizaines d'années de moins pour certaines populations, si ma mémoire elle est bonne. Bah, ça a relativisé, j'imagine, ces résultats, parce que tu peux avoir aussi des pathologies sous-jacentes aussi qui sont peut-être indépendantes du sommeil et tout. Donc je sais pas trop vraiment... C'est sûr que c'est toujours dur de... La chose, en fait, c'est que il peut se passer plein d'événements de vie qui font qu'à un moment donné, tu vas avoir des difficultés de sommeil, comme de l'insomnie, par exemple. Ouais. Et c'est sûr que faire l'usage de somnifères, les médecins vont se tourner vers ça pour régler un problème aigu. Le problème, en fait, c'est que les somnifères, tu n'es pas censé les prendre sur le long terme, puis pour toute ta vie. Et parce que ça va diminuer en efficacité, en fait, au bout d'un moment. Donc, tu n'es pas censé chroniciser ta prise de somnifères. Ouais, tu as le problème de l'automédication. Si tu peux avoir des restes de somnifères ou d'autres médicaments que les personnes peuvent prendre. Puis en fait, ça va pas régler ton problème au bout d'un moment. Si tu le prends trop, ça n'a plus aucune efficacité, alors même que, par exemple, dans le cadre de l'insomnie, ce qui est prouvé qui va fonctionner, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Pour vraiment briser tes mauvaises habitudes, puis ton espèce de cercle vicieux de mauvaises habitudes et qui vont te provoquer des problèmes de sommeil. Par contre, ça, je pense que c'est vraiment... c'est très sociétal, dans mon opinion. La même chose pour... Bon, c'est un peu controversé, mais il y a beaucoup de gens qui vont... Je suis consciente que, par exemple, les antidépresseurs et les anti-anxiété vont sauver des vies, mais comme les somnifères, j'ai l'impression que c'est le premier traitement que les gens vont donner et ça ne devrait pas l'être. Dans le sens il y a des pays où on consomme énormément, mais plus que dans d'autres. Ben ici, je trouve que c'est justement, on est tellement axé sur être productif maintenant et de régler un problème maintenant que c'est très dur d'offrir des solutions plus long terme, comme par exemple mettre une routine en place ou mettre ses besoins, donner plus d'importance à ses besoins et tout. Puis souvent, on va donner des somnifères sans nécessairement voir d'autres alternatives. D'autres alternatives, voilà, ouais. Ça, c'est pour beaucoup de problèmes, là, donc... Mais tu sais, je pense aussi que c'est parce que nous, on le sait, là, si on fait de la recherche sur le sommeil, on sait ce que c'est un bon sommeil, qu'est-ce que c'est les conséquences d'un mauvais sommeil, mais en fait, toutes ces connaissances-là, elles ont du mal à atteindre la société. C'est ça. Puis justement, on a du mal à faire comprendre aux gens c'est quoi les bonnes pratiques pour avoir un bon sommeil, puis quelles sont les conséquences, et donc à favoriser les bons comportements par rapport à son sommeil. Ça, c'est vraiment général. Je pense que c'est valable pour d'autres aspects de la santé aussi. Mais... Ouais, dans l'éducation de base, est-ce qu'on a ces trucs-là? Je sais pas. C'est ça, j'allais te dire. C'est pas vraiment présent, justement, dans l'éducation de base. Et même, j'ai discuté un peu avec certaines personnes que je connais qui sont justement en train d'étudier pour devenir médecin. Et c'est pas une grosse partie de leur curriculum. Donc, c'est pas vraiment un truc qu'ils vont apprendre en profondeur, comme par exemple...
c'est sûr que chacun a sa spécialité, mais c'est quand même pour un truc aussi important. Je trouve qu'on ne lui donne pas justement assez d'importance. Tu as parlé de bonnes habitudes du sommeil. Est-ce que tu penses qu'il y a des bonnes habitudes qui peuvent être assez universelles ou c'est vraiment plus chacun a ses propres besoins? Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui serait pour toi de bonnes habitudes de sommeil? Mais on sait qu'il y a un certain nombre de conseils qu'on peut donner qui sont assez généraux, qui vont marcher chez tout le monde, mais tu sais, qui sont vraiment généraux. La première, on en a parlé, c'est d'avoir un horaire de sommeil régulier, donc vraiment même la fin de semaine, le week-end. Je sais qu'on a tous tendance à vouloir dormir plus le week-end, mais dans un monde idéal, il faudrait qu'on ait un rythme vraiment régulier. Sans l'approcher, quoi. Ouais. On en a parlé aussi, il faut favoriser, pour favoriser son endormissement et un sommeil de bonne qualité, il faut essayer d'avoir une période de calme, loin des écrans et de la lumière en soirée. Donc, comme 1 heure avant de se coucher, il faut essayer de vraiment rentrer dans une période de calme. Pas consommer de stimulants comme la caféine avant d'aller dormir. Essayer d'arrêter son activité physique en soirée comme 1 heure, 2 heures avant le coucher. Par contre, c'est bien d'avoir un bon contraste entre le jour et la nuit. Donc en gros, c'est bien de favoriser l'exposition à la lumière et le matin et l'activité physique en journée. Ça va vraiment permettre d'avoir un bon contraste entre l'activité le jour et le repos la nuit. Ça me fait une beaucoup des bonnes rire choses. parce que j'ai grandi au Québec. Donc, en hiver, il fait noir jusqu'à tard le matin et il fait noir très tôt aussi la nuit. Donc, des fois, on a des journées où est-ce qu'il n'y a pas de lumière jusqu'à 8h, 8h30. Et ça dure longtemps. Et, oui. Et il n'y a plus de lumière à 4h30. Donc, tu Absolument. rentres, il fait noir. Et tu sors, il fait noir. Mais tu sais, c'est fou parce qu'on vient de France, nous, avec Valentin. Et moi, alors autant mon premier hiver, j'en ai pas trop souffert, mais cet hiver-là, je trouve qu'il a été long et particulièrement pas lumineux. Et j'ai tellement senti les conséquences de petits un peu symptômes de dépression saisonnière. Un peu, là, J'ai eu ça aussi, moi, ouais. Ouais, vraiment. Je me rappelle une fois, et on l'a quasiment tous eu cet hiver, je pense. Non, mais je me rappelle une fois, tu me disais justement que ça commençait vraiment à t'affecter. Là, Et moi, ce que j'ai fait, c'est que les jours où il faisait beau, je sortais, même si je travaillais. Il faut. Et puis, j'ai pris aussi des compléments alimentaires, vitamine D, trucs comme ça. Ça m'a beaucoup aidé aussi, Pour moi, c'était... moi, je suis née, j'ai grandi ici. Donc, ça m'a toujours affectée aussi. Je me suis rendu compte qu'en hiver, je pouvais dormir beaucoup plus longtemps. J'avais envie de dormir tout le temps. Puis, je pense que c'est aussi se trouver, comme tu dis, genre un horaire qui fait du sens. Donc, tu sais, se réveiller un peu plus tard pour pouvoir voir le soleil. Mais après, au Québec, c'est compliqué des fois. C'est bien d'aller prendre ta petite marche le matin pour faire le plein de lumière. Ouais. Et comme ça, tu vas te sentir mieux toute la journée. Attendez, il y a des pays, c'est encore pire. En Suède, j'avais un ami qui avait passé 6 mois au nord, Östersund, en Suède, et des fois, il n'y avait que 2 heures. Ouais. Justement, j'étais intéressée par ça, puis j'écoutais justement un podcast par rapport à ça qui disait que souvent, ces personnes-là doivent vraiment réguler leur sommeil avec de la mélatonine et des lumières, faire de la luminothérapie aussi. De la luminothérapie parce que leur routine circadienne était... c'était un peu n'importe quoi parce qu'il n'y avait plus cet indicateur externe de qui est temps de se réveiller, temps de dormir. Donc, ça peut être très compliqué. Je te laisse continuer les bonnes habitudes. Mais c'était pas mal, ça. Être régulier, avoir la lumière le matin, de l'activité physique en journée pour accumuler aussi une bonne pression de sommeil. Parce que je ne sais pas si vous l'avez ressenti, moi, quand j'étais en télétravail et que j'avais tendance à avoir une journée assez monotone pendant les confinements, par exemple, je sentais que ma pression de sommeil, elle n'était pas suffisante le soir. Donc vraiment, comme aller prendre ta marche à la lumière le matin, faire de l'activité physique en journée, pas consommer de stimulants en soirée. Revenons à tes habitudes de sommeil, je viens de penser à quelque chose. Souvent, en plus, moi, ça me fait rire parce que moi, je vais dormir avec genre 6 couvertures sur moi. Mais pour avoir un sommeil de meilleure qualité, on recommande souvent de dormir dans une pièce plus froide. Donc, est-ce que vous savez un peu pourquoi? Je sais pas si c'est un truc que vous avez regardé. Le fait d'avoir en fait, ta température corporelle, elle a une importance pour ton endormissement. Si tu as trop chaud, ça va être un problème. En général, il faut que ta température corporelle diminue pour que tu puisses tomber dans le sommeil. Donc, c'est ça, en fait, la chose. Donc, dans ta chambre, il faut pas... en général, là, il faut pas que ça dépasse 20 degrés, là, mais... ouais, c'est ça. Et moi, dans ma chambre, c'est comme 23 degrés, 6 couvertures. Okay. Donc... ouais.
Dans l'idéal, je crois que c'est 18-19, il me semble. Je me souviens plus exactement du chiffre, mais en tout cas, il faut qu'il fasse frais pour que tu puisses tomber dans le sommeil. C'est ça qu'on me dit justement, que ton cerveau doit se refroidir pour que tu puisses justement t'endormir. Tout ton corps, même. Ouais. Ma dernière question, qui est un peu... elle est scientifique, en même temps, elle l'est pas. Qu'est-ce que vous savez un peu des rêves? Puis est-ce que la neuroimagerie nous dit quelque chose des rêves? Est-ce qu'on a déjà observé ça à travers la neuroimagerie? Je n'ai pas du tout travaillé sur les rêves, que ce soit dans ma thèse ou maintenant. Je sais que c'est assez dur de faire de la neuroimagerie sur le rêve. Mettre des personnes dans de l'imagerie, enfin dans une IRM, et qu'elles dorment, c'est assez difficile. Donc, les études sont assez peu nombreuses sur ça. Je sais qu'il y a une collègue en France qui s'appelle Perrine Ruby qui étudie un petit peu ça. Après, je ne sais pas trop les résultats qu'il y a autour de ça. Mais, J'ai un souvenir très, très nébuleux pendant mes cours, quand je faisais mon baccalauréat, d'une chercheure ou un chercheur, je ne me rappelle même pas c'est qui avait comme but, à travers les IRM, de pouvoir lire les rêves de ses participants à travers différents signaux. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça en est. J'ai plus suivi vraiment, mais je me demandais, est-ce que c'était encore un truc? On avait de l'imagerie qui permettait de lire un peu les pensées des personnes aussi. J'imagine que c'est un peu C'était un peu ça le principe, tu sais, c'est à travers des... Et c'est avec un entraînement pour vraiment comprendre un peu l'activité de la personne et pour extraire, par exemple, si la personne elle pense à une personne, ben, on connaît à peu près le pattern d'activité cérébrale sur ça, pour cette personne-là en tout cas, qui a été entraînée. Après, on peut estimer, pas vraiment lire les pensées, mais on peut estimer ce qu'elle pense. C'est sûr, ça aurait J'imagine que le rêve, c'est peut-être pareil, je sais pas trop. C'est un truc avec justement l'intelligence artificielle tu donnes justement ce modèle à ton... Ouf, expliquer ça en français. Bon, je vais essayer de réfléchir. Tu as des données d'imagerie fonctionnelle. Ensuite, tu peux utiliser des modèles pour extraire des informations qui permettent de dire, voilà, ça c'est plutôt des personnes, ça c'est des objets. Donc, c'était un peu ça avec le rêve. Donc, je me demandais si vous aviez plus de connaissances par rapport au rêve. Mais la chose, c'est que le rêve, c'est vraiment difficile à étudier parce que tu sais pas, en fait. Quand tu regardes les signaux cérébraux, quand tu fais une polysomnographie, donc quand tu regardes l'activité cérébrale, tu sais pas quand la personne va rêver. C'est ça le gros enjeu. Est-ce qu'on sait quand il rêve? Non, même pas? Non, c'est vraiment difficile de trouver des marqueurs physiologiques du rêve. C'est ça la grosse difficulté. Puis je sais que c'est quand même assez prometteur les études chez les rêveurs lucides parce qu'eux, ils sont conscients qu'ils rêvent. Puis c'est ce que tu disais, ils peuvent envoyer un peu des signaux quand ils sont conscients de leurs rêves. Mais je crois que c'est vrai. Enfin, honnêtement, là, moi, j'ai jamais travaillé sur le rêve non plus. Puis j'ai pas énormément de connaissances sur ça. Mais la difficulté, clairement, c'est de trouver des marqueurs du rêve qui suggèrent qu'une personne est en train de rêver. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé qu'on rêvait une fois qu'on était dans le non-REM sleep. Pour moi, c'était comme une connaissance. Même pas? On le sait dans pas. C'est surtout... en fait, on rêve tout le temps. On rêve dans tous les stades de sommeil, mais c'est pendant le sommeil paradoxal, donc le sommeil REM, que les rêves vont être le plus intenses, vivaces, puis, et aussi chargés émotionnellement. Donc, c'est les rêves dont on a tendance à se souvenir le plus facilement. C'est aussi parce que le sommeil paradoxal, il survient plus tard dans la nuit. Donc, quand tu vas te réveiller, tu es plus proche du sommeil paradoxal que du sommeil lent. Mais on rêve aussi en sommeil lent. On rêve dans tous les stades de sommeil, mais le sommeil paradoxal, c'est quand même un stade privilégié. Je regardais justement... j'arrête pas de dire... Je regardais ce podcast. Bref, je vais le redire encore une fois. À travers ce podcast, j'ai appris que... de un, on ne sait pas vraiment pourquoi on rêve. C'est pas vraiment une connaissance qu'on a en ce moment. Tu peux avoir un petit peu d'historique avec Sigmund Freud si tu veux aussi. Il disait que c'est l'amour de ma vie, by the way. Genre, Sigmund Freud. Il disait que le rêve, c'était l'accomplissement de nos désirs refoulés et inconscients. Ouais, mais Sigmund Freud a dit beaucoup de choses puis consommait beaucoup de cocaïne. Donc, il disait beaucoup de choses, ouais. Je pense que si on revient plutôt aux évidences qu'on a en ce moment, là, le rêve, on pense que ça pourrait avoir un rôle dans la mémoire puis la régulation des émotions. Ouais, c'est comme de grosses théories exactes. Absolument. C'est surtout, moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on rêvait aux trucs les plus étranges. Puis aussi, c'est souvent, il y a ce phénomène, souvent quand tu te réveilles, tu t'en rappelles, mais pas vraiment. Puis souvent, c'est parce que c'est vraiment ton cerveau pendant qu'il dort que c'est un peu du n'importe quoi. Il y a beaucoup d'activités, puis ça fait n'importe quoi. Fait que c'est dur de s'en rappeler après.
Je sais pas si ça vous arrive, là, quand vous vous rappelez d'un rêve, 30 secondes plus tard, vous savez plus... Ah non, ouais, c'est... Ça, c'est un phénomène quand même assez fréquent. Tu sais, le souvenir du rêve va s'évaporer quand même assez rapidement, mais par contre, il y a des techniques. Il y a des gens qui écrivent. Voilà. Puis ça, c'est une bonne technique pour apprendre à pour te conditionner, pour te souvenir de mieux en mieux de tes rêves, parce que tu mets l'attention là-dessus. Moi, je suis pas une grande rêveuse, mais j'ai jamais écrit mes rêves. Donc peut-être que si je les écrivais, je m'en souviendrais un peu mieux. Mais... Moi, avant, quand j'étais plus jeune, oui. Mais maintenant, je me rappelle plus de mes rêves. Donc, je sais pas pourquoi. Mais avant, oui, je me rappelais vraiment, puis maintenant, plus vraiment. Tu vas aussi mieux t'en rappeler si on te réveille. Dans les protocoles de recherche qu'on fait, quand on étudie les rêves, on va réveiller les personnes, puis on va leur à plusieurs moments dans la nuit, et on va leur demander ce qu'ils étaient en train de rêver ou pas. Donc peut-être que c'est le signe que tu dors bien. Mais honnêtement, moi, j'ai toujours dit que, personnellement, je pense que j'ai un très bon sommeil. Donc moi, je fais cette blague que quand je m'assois sur mon lit, entre le moment où est-ce que je baisse ma tête pour atteindre mon oreiller, je suis déjà endormie. Donc, je suis une personne qui dort très facilement jusqu'à mon réveil. Tu fais partie des chanceux. Ouais, honnêtement, oui. Puis surtout dans ma famille, disons, l'insomnie, c'est un truc très présent. Donc, je me trouve très chanceuse de pouvoir dormir très bien. Puis parlant genre de se faire réveiller, me réveiller pendant que je dors, c'est un crime contre l'humanité. Donc, ça arrive pas souvent. Je me rappelle quand on a partagé une chambre, moi et Valentin, je lui ai dit, même si on est en retard, ne me réveille pas. Parce que je t'en voudrais toute ma vie. Je t'ai pas réveillé. C'est ta limite. Tu m'as pas réveillé. Mais je me réveille toujours, puis j'ai toujours, tu sais, je suis jamais en retard, mais c'est vraiment... pour moi, le sommeil, c'est sacré. C'est comme tu peux pas... Mais ça, c'est très bien. Je suis très heureuse d'entendre ça, parce que... On va pas te contrôler. On en discute depuis un moment, puis au moins, voilà. Si c'est sacré pour toi, c'est que la mission est réussie. Mais c'est un truc qui s'apprend aussi. Tu t'en rends compte que quand tu as dormi 4 heures, ça marche pas. T'es pas productif, tu peux pas faire grand-chose. Donc, c'est un truc qui s'apprend en général. Ouais, il faut un peu d'éducation sur ça, quoi. Ouais. C'est ce qui manque maintenant, peut-être, ouais. Moi, je trouve que ouais, mais après, faut écouter le podcast, justement. Ah bah voilà. Est-ce que vous avez des dernières suggestions, justement, pour les gens qui écoutent pour avoir un sommeil de meilleure qualité? Non, je pense que Claire était très... non, je pense que Claire était très succinct et très synthétique sur les 3 conseils qu'elle donnait. Ouais. Après, la difficulté, c'est toujours de les appliquer. Ça, la théorie, c'est bien, la pratique, c'est encore autre chose. Surtout qu'aujourd'hui, on a toujours des horaires plus longs, plus de travail, donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai une petite fierté sur une chose que j'ai réussi à appliquer, c'était le snooze. Je sais pas si vous connaissez. J'ai réussi à enlever ce truc-là parce que j'arrivais pas du tout à me réveiller correctement avec ça, et j'ai enlevé, Ça, c'est de la torture un peu de faire ça. Ouais. C'est comme j'avais des... Tu vois, moi, j'ai jamais eu ce problème. J'ai toujours mis une alarme et dès qu'elle sonne, je me lève. Jusqu'à l'année passée. Ah oui, d'accord. Moi, je connaissais les personnes pendant 1 heure, ça puis sur le truc, et puis tu te réveilles, tu sais même plus où t'habites. Mais tu vois, par exemple, mon frère, il va se mettre une alarme à 7h, 7h05, 7h10, 7h15, jusqu'à 8h. Ah ouais, non, moi, je trouve ça terrible. Mais après, je peux comprendre que justement, quand t'es très fatigué, te réveiller, c'est horrible. Bah ouais. Mais dans ce cas-là, autant mettre son réveil à 8h. Parce que si au final, on se lève à 8h, autant pas sacrifier sa dernière heure de sommeil. Non, mais souvent, par exemple, mon frère, il fallait qu'il soit debout à 7h. Puis après, ça n'arrivait pas. Ouais, non, c'était pas un truc qui arrivait vraiment. Avez-vous un dernier mot de la fin? Un truc, un résultat intéressant ou un truc que vous faites en ce moment que vous voudriez partager? Non, j'ai pas forcément de choses précises à partager. Je veux juste te remercier pour l'invitation, c'était hyper cool. C'est un format que je connaissais pas du tout, que j'appréciais. Moi aussi, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les podcasts parce que c'est un truc où est-ce que tu peux vraiment parler de différents sujets ou est-ce que de façon moins formelle, ce que je trouve qu'il manque un peu dans le domaine académique. Donc, c'est très intéressant. C'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis j'ai hâte de continuer à travailler avec vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Avez-vous un Twitter ou un endroit précis où est-ce que vous aimez poster des trucs ou des trucs comme ça? Bah moi, j'ai un Twitter, mais c'est plus professionnel, donc j'ai pas beaucoup d'intérêt forcément. Valentin est professionnel. Ouais, non, j'ai pas de truc public, ouais. Ben, je pense que moi, c'est un peu pareil. Là. On peut me retrouver sur mes profils professionnels. Mon nom, c'est Claire André. Donc, j'ai un Twitter, un ResearchGate. Enfin, c'est ça, pour retrouver tous les aspects scientifiques. Puis, je pense, pour tout le monde, là, si les gens veulent retrouver des ressources en général sur le sommeil, puis pas que les nôtres,
Il y a un site internet de la campagne canadienne Dormez là-dessus, Sleep on It en anglais. Vous allez trouver plein de ressources pour les personnes qui sont un peu concernées par leur sommeil ou qui voudraient juste en apprendre plus sur à quoi ça sert le sommeil. Puis je le trouve le site vraiment très très bien fait et puis c'est accessible à tous. Parce que là on a parlé beaucoup de en quoi le sommeil c'est important puis qu'est-ce que c'est les conséquences des problèmes de sommeil, mais je pense qu'il ne faut pas non plus... faut pas que tout le monde panique non plus. Là. C'est pas parce qu'on dort mal qu'on va avoir une démence. Là, on a beaucoup parlé de démence, mais je pense qu'il faut comme relativiser beaucoup les choses parce qu'il y a c'est des habitudes de vie en général. Vraiment, il n'y a pas du tout que le sommeil. Puis c'est pas parce qu'on a un mauvais sommeil qu'on va avoir une démence. Donc c'est ça. Il ne faut pas non plus créer de l'anxiété parce que ça, c'est aussi le meilleur moyen pour aggraver ces problèmes de sommeil puis s'en créer des nouveaux. Donc... c'est ça, pour en apprendre plus puis avoir des ressources, je conseille vraiment d'aller voir le site Dormez là-dessus. Du contenu en plus, ça c'est chouette. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle là-dessus. Comme je dis, moi je m'endors très très vite. Et ça c'est vrai pour les siestes aussi. Mais en 2021, quand j'ai commencé à étudier le sommeil et l'Alzheimer, je lisais beaucoup de recherches qui associaient faire des siestes au déclin cognitif. Okay. Et pour la longue durée de sommeil, c'est aussi... Et pour la première fois dans ma vie, quand je me couchais pour faire une sieste, j'avais cette montée d'anxiété de je suis en train d'accumuler de l'amyloïde. Oh tu sais, ce syndrome professionnelle. Tu sais, ce syndrome du médecin là où est-ce que tu penses que tu as la maladie et tout, c'était vraiment ça pour moi, je pouvais plus faire de sieste. Puis il a fallu comprendre que le sommeil, c'est comme tu dis, un facteur d'entre genre tellement d'autres. Juste, tu peux en nommer plein, t'as l'activité physique, l'éducation, le diabète, le cholestérol, tout plein de trucs qui peut aussi avoir des effets négatifs qui sont plus que le sommeil. C'est ça, je pense que c'est comme prendre soin de sa santé en général qui est important, puis pour plein de pathologies, pour rester en bonne santé tout simplement. Là. Mais on ne comprend pas bien encore le poids de chaque facteur, puis chaque facteur de risque dans le développement de la démence en tout cas en particulier. Tu as parlé du site Sleep on It, mais si ma mémoire elle est bonne, il y a aussi le World Health Organization qui a maintenant rajouté le sommeil comme étant un facteur de risque très important pour différentes maladies. Donc, on a de la reconnaissance aussi dans les grandes organisations qui reconnaissent l'impact du sommeil dans les maladies cardiovasculaires, dans la démence, dans le vieillissement. Donc, eux aussi, ils ont maintenant un gros budget pour les études sur le sommeil et ils offrent beaucoup de contenu pour que les gens apprennent un peu plus sur le sommeil. Donc, ça, c'est une source que je propose aussi. On vient à la fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir participé. Pour les personnes qui écoutent et les chercheurs, si vous êtes intéressés à faire partie du podcast du Réseau de bioimagerie du Québec, vous pouvez me contacter. Mon email est dans ma description et mon Twitter. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine. Merci à toi. Merci.